voiture pour Akous. On démarre avec un peu de rosée ce matin. Là ici ça va secouer très fort. Nous arrivons à Akous. Charmante petite bourgade aux ruelles impénétrables. Et bien, on arrive au gîte d'Espourin pour prendre des bagages et les amener à l'Esquin dans un autre gîte, au gîte du Lozard. Et là, je crois qu'on va voir Marie-Paul, à moins qu'elle soit déjà dans les chambres en train de faire le nettoyage. Et qu'est-ce que c'est comme... T'en as beaucoup cette année là de... Non, c'est maigre. Hein. Annie m'a dit qu'il n'y avait que 2 passages. Ouais. Sur les autres agences, là pour le mois de juillet, j'ai qu'une région. Oui, mais Annie m'a dit que... Enfin, en tout et pour tout, pour l'instant, il y a que... Ouais, non, mais c'est moyen, on voit. Très moyen. Jouer au Monopoly. C'est la première fois que je vois en fait des bagages comme ça en vrac. Tu vois, des voilà. Encore 2 trucs. Bon. La clientèle qui vient dans la vallée, c'est une clientèle qui n'est pas un. Maintenant, il y a de tout. Hein. Il y a des monuments. Et après. C'est du sport. Hein. Là, je passe au poids plume. Il me dit que c'est dans le dos de l'office et que ouais. par la bagarre, il n'y en a pas. Ouais, c'est l'office là. Qui n'ont aucune liberté par Ouais, il y en a partout des randos liberté. Alors, oui, mais il n'y en a pas de ouais. Allez, on va pouvoir jouer au Monopoly. Ça occupe les journées un peu maussades. Allez, encore quelques petites bricoles et c'est bientôt fini. Allez, ça, voilà. Hop.
Et la dernière valise. Hop. Impeccable. On cale le Monopoly. Hop. Ça, il bougera pas. Ça roule. Impeccable. Il n'y a personne. Oh, il y a la petite dame qui nettoie la rue avec son petit balai, sa petite pelle. Elle passe ses journées à ça. À chaque fois que je passe ici, elle est là. Oh là 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 là. Un petit coup sur la voiture? Allez. Ouais, elle en aurait besoin aussi. Alors là, on rejoint les faubourgs d'Akous, les faubourgs commerciaux avec le premier élément qui a été construit, c'est la fromagerie. Et ensuite, il y a eu l'hôtel Père Mailloux, hôtel-restaurant. Et le dernier morceau, c'était Intermarché, qui maintenant est doublé d'un petit magasin de bricolage. Voilà. Et alors, il y a aussi du monde. C'est pas encore l'heure de faire les courses. Les gens n'ont pas encore faim ce matin. Ils vont avoir faim un peu plus tard. Et puis ils n'ont pas encore soif. Il n'y avait personne sur la terrasse. Alors ils sont en train de prendre le café à l'intérieur. Voilà la fromagerie. Et maintenant, direction l'Esquin. C'est une fromagerie coopérative qui est ancienne, hein, qui date presque une trentaine d'années. Ouais, oui, une trentaine d'années écoulées. Voilà, donc là on est sur l'ancienne nationale qui est en voie de déclassement départemental, donc pleine de trous, qui a été copieusement défoncée par les camions. Et maintenant il y a une magnifique déviation avec un magnifique tunnel qui évite tous les villages. Comme ça, les gens qui viennent découvrir la vallée, ils ne voient pas les villages. Et ils tracent plus vite en Espagne. Ce qui fait meilleur en Espagne, ici c'est toujours un temps pourri, bouché. Et alors, quand il y a du soleil, c'est vraiment la fête. Hein. Ouais, hier, il faisait beau. On arrive au pont d'Esquite, la centrale EDF, qui est à l'origine une centrale SNCF qui a été construite pour la ligne de chemin de fer. Donc il y a tout un réseau souterrain de tunnels, de canalisation et puis ensuite de conduites forcées qui font tourner les centrales électriques qui permettaient d'alimenter la caténaire de feu le Pau-Canfranc, qui peut-être renaîtra de ses cendres, on ne sait jamais. Alors on voit des panneaux E7 no, mais E7 on y est malheureusement. E7 c'est la voie européenne numéro 7. No Pasaran, ça c'est le slogan favori d'un Indien acclimaté en vallée d'Aspe et toléré, qui niche dans l'ancienne gare de l'Esquin-Séteillan. On passera à côté un peu plus tard, mais avant on longe le Gave et on commence à voir les défilés verdoyants de la vallée d'Aspe. On est face au défilé d'Anitch. Il y a un canyon et un cycliste. Je vois pas la coquille, mais ça doit être un pèlerin déguisé en cycliste. Alors on passe à côté d'une autre centrale électrique. On voit les tubes là, qui descendent tout en haut de la montagne.
conduite forcée. Et juste à côté, il y a une usine, c'est l'usine Toyal. L'usine qui nous a valu une page mémorable à l'Assemblée nationale avec un député qui a fait une grève de la faim pour lutter contre la délocalisation de cette usine à 60 km. Voilà, gros esbrouf, gros coup de pub pour le député qui a réussi à repasser alors qu'il était en déconfiture sur des problèmes d'ours, hein, qui n'a jamais réussi à sauvegarder, quoi, hein, à coup de millions déversés. Voilà, donc pas d'ours. Et là, ça n'allait pas du tout. Et là, on est sur le bord d'un parc grillagé qui est une plateforme qui a été aménagée pour une extension éventuelle de l'usine. Alors l'usine Toyal appartient à des Japonais et la communauté de communes a acheté des terrains, les a fait niveler. Et les Japonais, qui ont été passablement incommodés par l'histoire de la grève de la faim, ont d'autres projets d'investissement dans d'autres pays, peut-être en Roumanie ou bien même en Chine. Donc la plateforme reste sur les bras de la communauté de communes et il y a un passif très difficile à éponger. Et tout le reste de l'activité de la vallée est un peu gommé par ces investissements hasardeux. L'usine fabrique de la poudre d'aluminium qui entre comme composant dans les peintures métallisées. Donc les peintures métallisées, c'est lié à l'automobile. Et l'automobile, c'est l'industrie, ça ne va pas forcément très fort avec ce qu'on appelle la crise. Et donc il y a plus des débrayages que des embauches. Ils fabriquent aussi de la poudre pour l'armée. Bon là je pense que c'est un marché stable. C'est un marché d'avenir, hein. La poudre à canon, ça a toujours marché. Alors là, on a une magnifique route départementale qui monte à l'Esquin, en lacet. On passe à côté d'une petite voie là sur la gauche, et il y a un bloc de béton derrière nous, qui est un réservoir qui alimente un système de sécurité qui aspergerait l'usine en cas d'incendie, parce que c'est quand même une usine classée Seveso 2 et cet équipement a été fait pour pallier à ces problèmes de sécurité. Alors des petits plaisantins l'ont appelé la piscine de l'Esquin. C'était assez rigolo parce que on n'a pas de piscine dans la vallée, mais là maintenant avec Toyal on a une piscine. Et c'est une piscine privée malheureusement. Nous ne verrons pas le cirque de l'Esquin. Peut-être qu'on le verra un peu plus, mais j'ai bien peur que ce soit trouble. Alors on peut espérer que ça fonde peu à peu. C'est timide. Ah ben l'endroit, c'est le kiosque. Il y a un magnifique plan sur le village. Alors ça vaut le coup quand le temps est dégagé. On est légèrement au-dessus du village. Et puis il y a toute une couronne de falaises calcaires qui encercle le cirque avec de la forêt, des prairies, paysages idylliques. Alors on va prendre une route à gauche. On va d'abord aller au camping qui est sur le versant opposé au village. Après on reviendra de l'autre côté. Peut-être que la brume aura fondu un peu plus. Et là on va plonger. On voit pas le cirque. Le camping est en face, caché dans la verdure. Nous sommes sur le GR10 avec les marques rouges et blanches.
Bon, on va se mettre là en attente. Et voilà. Ils sont 5. Ok. Ils arrivent quand, eux, Eh ben, ils arrivent aujourd'hui, là. Okay. Ils sont en route. Ils arrivent dans l'après-midi. Qu'est-ce qu'ils font, la Charpée, là, ils font, je crois. Ils font un petit circuit là, avec l'office de tourisme. Donc, ils font Accous, Lesquin, Liers, Liers, ouais. Et Arlette, je sais pas, mais Bors. Ah ouais, Bors. Ou enfin, Etzotte. Ouais. Ils prennent par Barranque et ils font le tour de la Mature. Ouais, et grand classique. Voilà, et ils reviennent, ils font un petit circuit. Là. Un grand classique. Et voilà, le gîte. Bonjour, j'amène des bagages pour l'office de tourisme. Vous avez des clients qui arrivent, 5 personnes, la famille Machard. Et je réserve le plus lourd pour la fin. Ah ouais, j'ai une énorme valise. Non, on va parler du site de l'Escœur. Et ben ça y est, on est arrivé. Ça fait chaud. Ouais. J'ai toujours fait comme ça des activités saisonnières. L'hiver, je travaillais à la Pierre Saint-Martin longtemps, comme pisteur, là, une vingtaine d'années. Et après l'été, je me retrouvais gardien de refuge, refuge d'Arlette. Là, je l'ai fait 26 ans, ça, 26 ans. Et voilà, c'était une drôle de vie, mais c'était très intéressant, quoi. Et c'est cette permutation été-hiver, là, qui était complètement différente aussi. Les populations étaient différentes. Et ça me faisait passer les années très très vite aussi, quoi. Ouais. Très très vite. Dans ces 26 ans, je ne les ai pas trop vus passer, quoi. Je les ai vus passer bien sûr, mais ils sont passés assez vite, quoi. Assez vite. Et là maintenant, je surveillais quand même ce petit camping de l'Esquin, habitant l'Esquin déjà depuis une quinzaine d'années. Et je surveillais ce truc-là, cet emploi-là possible. Et donc après j'ai postulé et donc j'ai réussi à l'avoir. Donc voilà, ça fait la seconde année maintenant qu'on est au camping. Je dis un truc en l'air comme ça, mais du style quand on est dans un refuge, c'est on voit débarquer 20 personnes qui n'ont pas réservé. Et puis il faut faire quelque chose, il faut leur donner à manger, il faut les loger alors qu'il y a déjà tous les couchages qui sont occupés. Donc là, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, quoi? Ouais, c'est arrivé ça, hein. C'est arrivé. Ouais. C'est arrivé, quoi. Les mecs se pointent là, le refuge plein. Et puis tu vois, un soir, en fin de journée, temps mauvais bien sûr, pluie, froid. Ouais, t'as pas envie de les laisser dehors, quoi. Ouais, non, et puis tu les vois débarquer d'en bas, je dis, mais qu'est-ce qu'il faut, ces gaziers là? Tiens, et tu vas vite voir ton agenda, tu dis, c'est pas possible, je n'ai pas pu passer à travers. Agenda, rien, muet, tout est correct. Et puis les mecs, ils arrivent quand même, ils arrivent à la refuge. Mais bonsoir, et comment ça va? Et il me dit, ouais, voilà, est-ce qu'on pourrait dormir là? On passait dormir à la Belle Étoile. À la Belle Étoile, j'ai dit, ouais, mais la Belle Étoile, le manteau nuageux, là, était à 6000 mètres, quoi. Il fait beau à 6000 mètres, quoi. Ouais, et puis donc, pas équipé, les gars. Demain matin, 5 degrés. Pas équipé, rien du tout. Donc, il fallait à tout prix leur trouver un truc, un hébergement possible. Donc, ils sont venus, ils se faisaient héberger dans le réfectoire, quoi, tel quel. Ah ouais. Tel quel. Voilà. Ils étaient très heureux, hein. Oui. Très heureux. Sur les tables. Sur les tables, sous les tables. Sous les tables, ouais. Comme refuge côté, donc, en bas, en haut. Ouais, un peu partout où ils pouvaient, mais ça, c'est arrivé à 2-3 reprises, quoi.
2-3 reprises. Bon, ils étaient très contents d'être à l'abri, quoi. À l'abri du vent déjà et de l'humidité. Alors ça faisait une journée, une soirée un peu dure hein, sur le parquet, mais bon, au sec. Au sec. Et t'avais un marabout dehors ou Non. t'avais pas de... Non. Non, on avait 45 places là et on les a toujours, hein, ces 45 places. Et on faisait comme ça. Donc il fallait pas trop déborder, quoi. Il fallait pas trop déborder. Et 45 places, ça fait beaucoup de gens quand même, beaucoup de personnes. Hein. On pouvait, parce qu'on hébergeait aussi des campeurs qui étaient à côté, hein, mais qui étaient hébergés pour le repas, quoi, le repas du soir ou le petit déjeuner le matin. Quoi. Donc, ça faisait beaucoup de monde, ça faisait des tablées importantes. Quoi. On arrivait souvent à 50, quoi, 45-50. Et il y a aussi les bergers du coin qui viennent quelquefois se boire un coup. Ouais, les bergers, ils venaient. Ouais. C'est une longue histoire, dans les années 80 à peu près. Au début, on était un peu naïfs. Un peu naïf, on connaissait la montagne, tout ça, mais on ne savait pas trop comment ça marchait, un refuge. Puis dans les années 80, il n'y avait pas grand monde non plus qui fréquentait ces refuges. Le gros truc là, pour les bergers, c'était ce présent de refuge. Là, on leur faisait une petite auberge pour eux, un petit bar pour eux. Quoi. Un petit bar, mais c'était aussi un endroit très important aussi. C'était un endroit où il y avait le téléphone. On avait un téléphone, on avait un radiotéléphone de tout temps, un radiotéléphone. Et donc il y avait communication avec le bar, avec le village, avec leur famille, avec leur truc. Donc ils venaient souvent pour ça, quoi, pour téléphoner, pas tous les jours, mais souvent. Souvent ils venaient. Et donc c'est vrai, je réunissais tous les bergers de la cantonade. La cantonade, tu vois, de différentes vallées. Tu vois, il y avait les Banas, il y avait Ortassi, il y avait La Passa, bien sûr. Il y avait cabane du Baralette. Du Baralette, quelques bergers espagnols qui venaient aussi. Pierre Bonneux, et qui est toujours. Hein. Et il montait là, il montait en 2 phases. Lui, il montait la première. Les premiers temps, il montait à Baralette, là, à Cabane Pacheux. Et après, tout le mois d'août, il le passait à Cabane La Pachoua. À La Pachoua, de l'autre côté, au-dessus de Banas, là. Là. Et quand il était là, il n'était pas loin du refuge d'Arlette. Tu vois, donc de là, je voyais plus. Quoi. Il venait souvent avec la mule, là, avec sa mule. Il passait souvent nous voir. Voilà. Après, il y avait eu toute l'équipe des Nouquerettes et compagnie. Tous les bergers de Banas aussi qui venaient. Miramont, Nouquerette, j'en oublie plein. Hein. Parce qu'il y en a plein qui sont partis aussi, qu'on ne voit plus. Hein. Et plein de cabanes qui étaient habitées, qui ne sont plus habitées, qui sont en ruine même. Et Jean-Marc Lanoton m'a dit que son père avait été berger à la première cabane, quand on monte depuis le fond de Baralette, donc à la cabane de l'Arèche. De l'Arèche. Elle qui est en ruine, de l'Arèche, et elle est en ruine, et il a été berger à ce moment-là. Ça, c'était bon, et encore, c'était même pas les prémices, ça. C'était il y a très longtemps. Très longtemps, mais c'était à la fin de la guerre. Et bien avant eux, il y en avait d'autres aussi, une kyrielle. Hein. Des cabanes, des ruines de cabanes, t'en trouves partout. Partout. Mais il y a des cabanes qui sont remises en état, quelquefois. Là, après, les grosses cabanes là, des différentes montagnes là, sont toujours maintenues en état, quoi, parce qu'elles sont toujours occupées quoi, par les bergers. Les packages ont de la valeur autour. Au combien. Et donc, production de fromage et tout ça, donc c'est très important. Hein. Voilà. Et de partout, quoi, hein, que ce soit à La Passa. Enfin, tu vois bien qu'il y a plein de cabanes quand même qui sont quand même abandonnées, qui sont plus de tout habitées, quoi. Hein. Ils se cantonnent maintenant les bergers à certains lieux bien précis, quoi. Et ils ont abandonné plein d'autres petits lieux moins intéressants certainement, hein, tu vois. Parce qu'ils ont des grands troupeaux maintenant. Ils ont des grands troupeaux, vaches, avant, c'était brebis. Dans chaque famille, il y avait un berger qui partait. Et puis maintenant, ils regroupent plusieurs... C'était des petits troupeaux aussi, tu vois, qui faisaient une centaine de brebis, comme ça. Une centaine de brebis pour la famille, pim-pam. Ils faisaient un truc dans des conditions aussi précaires, quoi. Hein. C'était des campings, des campings à l'époque. Camping de luxe. Camping de luxe. Avec le vent qui passait à travers les pierres de la cabane.
non. Et là, tout a été bouleversé quand même. Depuis 10-20 ans, là, tout a changé. Tout a changé, ils ont le téléphone maintenant, tous, voilà, tout le monde a le téléphone. Et grâce au parc. Hein. Tout le monde a le téléphone, tout le monde a le téléphone, donc ils ne viennent plus au refuge trop maintenant. Plus ils ne viennent plus trop, non, un manque quand même de clientèle maintenant. Enfin, on en a une autre quand même, la clientèle, parce que dans les années 80, c'était pas trop lancé encore ce truc de rando et tout ça, de traversées multiples et tout ça. Et les bergers, ils ont moins de temps libre. Assez méconnu, non mais pour les randonneurs. Pour les randonneurs. On en voyait un ou deux qui se promenaient, mais c'était des randonneurs du coin, quoi. Des randonneurs du coin, de la vallée. Mais maintenant, il y a la Sherpa, le Gérardis qui passe dessous. Bon là, c'est des... les agences de voyage qui se sont mis là-dedans. Ouais, la dizaine, toutes les agences de voyage aussi qui gravitent autour. Donc ça, c'est des centaines de clients, quoi, hypothétiques, potentiels. Voilà, donc il faut être placé dans une chaîne. Arlette, c'est vraiment un endroit stratégique. Rien que le fait d'être à Arlette, en l'occurrence, Arlette, mais ou ailleurs, hein. Mais tu seras obligatoirement sur un accès ou sur ce sera un point de repli obligatoire plus ou moins. Donc tu recevoir toujours un peu de monde, quoi. Voilà. Là j'ai un peu de monde qui arrive. Si c'est pas TF1, ça va pas le coup. Vous êtes une télévision locale? Non. C'est un reportage pour une chaîne pour de télé pour les Pyrénées. Ah ouais. Voilà. Ça s'appelle TV Isard. Voilà. Très bien. Tout est bon. Bonjour. C'est bon.
enfin arrivé à Gabas. Gabas, c'est en fait un morceau de la commune de Larens. Donc on amène le petit sac chez le restaurant Vigneault. Voilà, qui a été repris il y a 2 ans. Des gens très sympathiques. Alors, je préfère les prendre une par une parce que c'est un peu lourd sinon. Non, mais j'aime pas faire rouler, ça fait un bruit terrible. Et le 3, c'est le dernier. Et voilà. Voilà.